Bonjour Jacques Attali. Bonjour. On ne vous présente plus, vous avez publié 89 essais, pièces de théâtre, autobiographies, vous avez fondé 4 institutions internationales, vous avez conseillé François Mitterrand pendant 6 ans à l'Élysée, vous publiez notamment Histoire et avenir des villes chez Flammarion, on va en parler dans quelques instants, notamment avec ces feux de Los Angeles, mais d'abord un mot sur l'actualité, la libération possible d'otages. Joe Biden, avant l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, annonce qu'un accord serait possible contre une trêve à Gaza. C'est un espoir réel? Bien, ça fait 10 fois qu'on a cet espoir, donc attendons de le voir confirmé. Les fuites annoncent une résolution en 3 étapes. Espérons que ce soit vrai. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en dehors de la libération des otages, c'est que ça cessera de donner des prétextes à Netanyahou pour continuer ses crimes de guerre, et ça permettra de mettre fin au pouvoir du Hamas et de ce qu'il en reste dans ses activités criminelles à Gaza, et permettra de recréer une nouvelle autorité palestinienne qui pourrait prendre le pouvoir dans l'ensemble des territoires. Ceci avec l'appui absolument déterminant de l'Arabie Saoudite. Donc ça ouvre une perspective de paix dans la région qui peut être très très positive. Oui, mais Trump peut être paradoxalement un espoir de paix. Eh bien, j'aimerais bien personnellement que cet accord soit signé avant l'arrivée de M. Trump à la Maison-Blanche pour qu'il n'en ait pas le crédit, mais c'est un détail. Oui, mais Trump dit on va résoudre cette guerre absurde, comme il dit on va résoudre la guerre avec l'Ukraine. Cette guerre absurde ne dépend pas de lui. Si les Israéliens veulent continuer cette guerre, malheureusement, ils pourront, et M. Trump n'aura, je pense pas, la possibilité de retirer le soutien américain à Israël comme moyen de chantage pour faire la paix. Il ne le fera pas. Maintenant, les Israéliens sont peut-être enfin en train de comprendre que leur intérêt, c'est de faire la paix avec les Palestiniens, et en particulier en arrière-plan avec l'Arabie Saoudite pour créer les conditions d'une région en développement. Il ne faut pas oublier que les communes israéliennes souffrent énormément de cette situation et que enough is enough. Oui, vous diriez que Netanyahou, son possible départ un jour, est aussi un préalable à un espoir de paix? Oui, absolument. C'est un criminel de guerre dont la place est en prison pour des raisons de politique intérieure, pour tous les crimes qu'il a commis et pour ce qu'il a commis en surréagissant aux épouvantables crimes terroristes du Hamas qui méritent d'être détruits. Et c'est bien ainsi, mais peut-être sûrement pas en faisant cela, en tuant 40 000 personnes. Oui, ces otages, c'est le préalable à tout, la libération des otages. Je dirais pas ça ainsi. Ce qui est le préalable à tout, c'est une reconnaissance par Israël de l'État palestinien et de Israël par les Palestiniens et par l'Arabie Saoudite. Les otages, c'est fondamental, mais malheureusement, je ne sais pas combien il en reste vivants, et leur libération serait un bon signe. Oui, on disait à l'instant, il y a l'Ukraine. Là encore, Donald Trump a dit « je résous ça en 24 heures quand je serai président ». Après, il a dit que c'était plus que 24 heures, c'était 6 mois. Il a parfaitement compris, enfin, que donner le sentiment qu'il peut abandonner l'Ukraine, ça a comme conséquence que Taïwan dira s'il peut abandonner l'Ukraine, il peut nous abandonner aussi. Et que le Japon pensera pareil, et que la Corée du Sud pensera pareil. Ça donne un signal terrible à tous les alliés des États-Unis, pas seulement en Europe. On ne peut pas se dégager de l'Europe sans donner le sentiment qu'il pourrait se dégager ailleurs. Donc ça pousserait la Corée du Sud, puis le Japon, puis Taïwan, puis d'autres à se doter de l'arme nucléaire. Je ne pense pas que ce soit un engrenage facile à admettre. Oui. Et les États-Unis, nouvelle version de Trump 2, avec Elon Musk à ses côtés. La question se pose sur X, par exemple, sur les réseaux sociaux, l'influence de Elon Musk sur les élections, notamment en Allemagne. On voit des interférences. Aujourd'hui, l'Amérique est une menace pour la démocratie? Oui, j'ai toujours dit depuis très longtemps que les États-Unis étaient le seul pays, un des seuls pays démocratiques à ne pas avoir connu la dictature, avec le Canada. Et on n'est pas loin de cela. Le rapport du procureur général cette nuit, qui ne se traduira pas par une condamnation de Trump, a montré que Trump a tenté un coup d'État, et il y a 4 ans, pour rester au pouvoir, qu'il a heureusement échoué grâce à son vice-président, qui s'est comporté de façon très démocratique. C'est un putschiste. Allié à un autre putschiste, Monsieur Musk ayant
à mon avis, plus d'avenir que M. Trump, puisque, en principe, sauf coup d'État, M. Trump n'est plus au pouvoir dans 4 ans, tandis que M. Musk, s'il ne fait pas trop de bêtises sur son capital, peut rester une superpuissance mondiale pendant 2 décennies encore. Oui, vous diriez qu'il faut, comme le disent certains, interdire X, interdire Twitter? Non, moi je ne pense pas qu'il faut interdire. Je pense qu'il faut faire respecter le droit, c'est-à-dire imposer le maintien du contrôle des fausses nouvelles, qui est écrit dans le droit français depuis longtemps, en particulier déjà d'une certaine façon dans la loi de 1905, et punir ceux qui ne le respectent pas. Mais à ma connaissance, jusqu'à preuve du contraire, l'Europe n'est pas tout à fait concernée comme les États-Unis sur l'abandon du contrôle des fausses nouvelles. Donc on verra ce qui va se passer. Oui, le contrôle des fausses nouvelles est derrière la montée des populismes. Et ça, on le voit en Europe. Ça, c'est quelque chose... La montée des populismes, comme vous savez, c'est pas récent. Monsieur Mussolini, c'est il y a un siècle. Le Mussolini n'a pas eu besoin... Hitler disait « Donnez-moi un haut-parleur et je prends le pouvoir ». C'est pareil aujourd'hui. La technologie ne fait que démultiplier les moyens. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a constaté aussi en Corée, que les réseaux sociaux peuvent déstabiliser un pouvoir, en faisant croire, par exemple, qu'un gouvernement est l'allié du pire ennemi, puisque c'est ce qui s'est passé en Corée, où des fausses nouvelles ont fait croire que le gouvernement était en train de s'allier avec la Corée du Nord. Donc oui, il peut y avoir des tentatives de déstabilisation par des fausses nouvelles, par des rumeurs de toute nature qui seraient crues ou qui seraient véhiculées par des chatbots infinis. Tout est possible. Oui. Et à un moment où l'Europe est très fragile, elle est à la fois extraordinairement riche, c'est le premier marché commercial du monde, mais extrêmement fragile parce qu'elle n'a pas sa propre défense, parce que le gouvernement français, allemand, anglais sont très fragiles. C'est ceux qui veulent détruire la puissance européenne ont une fenêtre de tir formidable aujourd'hui. Donc il faut vraiment qu'on se ressaisisse vite. Oui, la question du réchauffement climatique, par exemple, on voit bien que Trump est un climato-sceptique absolu. On voit les feux en Californie, des feux qui ravagent. Je citais votre livre, Jacques Attali, Histoire et avenir des villes, publié chez Flammarion. Vous avez un chapitre sur Los Angeles. Vous dites, un jour, toutes ces grandes villes risquent de devenir désertes. Oui, elles risquent d'être désertes par le double effet du réchauffement climatique qui entraînera à la fois une hausse de température et des incendies et une montée des niveaux de la mer qui fait que les grandes villes qui sont presque toutes au bord de la mer seront balayées. Donc il y a un risque de villes désertes qui seront une catastrophe pour l'humanité quand on pense que 75% de l'humanité va vivre en ville dans 50 ans et qu'il est urgent de changer cela en déplaçant les villes loin des côtes, en créant des villes beaucoup plus petites, des villes dans la nature, des villes de nature, comme il en existe des exemples très réussis, ou comme on voit d'ailleurs se déplacer de nombreuses villes, comme certaines capitales qui se déplacent. Je donne dans ce livre un grand nombre d'exemples de villes qui sont en train de réussir. Il faut tirer d'exemples, prendre l'exemple sur les bonnes. Oui, ça c'est un des enjeux, vous dites, fondamentaux de l'avenir. Et ces incendies, là, en Californie, nous le rappellent. Ben oui, c'est un signal. En 2100, il y aura 10 villes de 50 millions d'habitants. Lagos, Abidjan, ce sera une seule ville de 500 millions d'habitants. C'est évidemment impossible. Il se passera quelque chose qui l'empêchera, et soit d'une façon cataclysmique, où on devra évacuer ces villes en catastrophe, comme c'est le cas aujourd'hui Los Angeles en partie, en s'apprêtant à le reconstruire à l'identique, ce qui est une folie, ou alors en faisant de façon coordonnée. Je pense qu'en particulier que toute la côte africaine, les villes devraient se reconstruire posément à 100 km de la côte, posément, calmement, en se reconstruisant d'une façon intelligente et écologique. Oui, lorsqu'on parlait des menaces, je pense à une autre menace, c'est l'antisémitisme qu'on a vu se développer en Europe, en France, dans le débat politique en particulier, une libération de la parole antisémite. Vous vous dites là, il y a quelque chose qui fait que l'histoire se rejoue. L'antisémitisme existe depuis 20 siècles. Il a une nouvelle connotation aujourd'hui. Il est à la fois traditionnellement chrétien, il est aussi traditionnellement anticapitaliste ou contre l'argent, comme si les juifs y étaient pour quelque chose. Et il est plus
insidieusement, en particulier en France, en Grande-Bretagne et dans tous les pays où il y a une communauté musulmane importante, des gens qui attisent en pensant que les musulmans seraient assez bêtes pour mordre cet hameçon. Ça, c'est le cas, vous dites, de LFI, de l'extrême gauche? Je pense qu'il y a dans LFI certains dirigeants qui sont antisémites, ou plus exactement, qui sont tellement cyniques qu'ils n'en ont rien à faire de laisser paraître un discours antisémite, soit qu'ils le soient explicitement, comme certaines déclarations de M. Mélenchon laissent penser qu'il pourrait l'être, ou en tout cas qu'il joue avec l'idée de faire des déclarations antisémites parce qu'il pense que, ayant perdu la classe ouvrière, faute d'avoir des programmes intéressants pour la classe ouvrière, il pense qu'il peut remplacer la classe ouvrière par les jeunes des quartiers qui ne sont pas dupes. Moi, je les connais bien, je travaille avec eux dans l'organisation que je préside où on aide les jeunes des quartiers. Ils ne sont pas du tout attirés par ça et ça ne va pas faire pleurer. Je pense qu'aujourd'hui, la France a besoin de repenser la France. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai lancé de nouveau avec le mouvement France Positive une réflexion programmatique sur un programme complet pour la France, un programme de relève, car on ne va pas pouvoir aller au fil de l'eau comme aujourd'hui pendant très longtemps, même s'il n'y a pas de censure immédiate. Cette situation ne peut pas durer des années. Oui, au fond, vous vous réjouissez de voir peut-être que le Parti socialiste s'émancipe de LFI par rapport au gouvernement Bayrou sur la question des retraites, qui avait été proche de François Mitterrand? Non, je regrette. L'union de la gauche est nécessaire. Je regrette qu'une partie minoritaire de la gauche, puisque le LFI est minoritaire à gauche, contrairement à leur fantasme, se soit enfermés dans un bouquet radical et impossible. Ils sont contre la laïcité, ils sont contre l'Europe et ils sont contre la raison économique et financière. Trois causes qui font que, pour moi, ils ne sont pas de gauche. Ils sont dans une radicalité révolutionnaire qui ne pourra jamais avoir le moindre intérêt parce qu'elle ne conduit pas au meilleur pour le pays. Même s'il y a dans le programme de LFI une grande partie des choses qui sont très intéressantes, en particulier ce qu'ils disent sur la mer, sur l'environnement. Maintenant, ils ont complètement oublié de savoir comment le financer et comment s'inscrire tout ça dans un contexte européen particulièrement important. Oui, un mot sur l'Algérie, une crise diplomatique très forte aujourd'hui entre la France et l'Algérie. Le cas de Boualem Sansal, cet écrivain maintenu dans les geôles algériennes, alors qu'il est franco-algérien, et puis cet influenceur algérien que Alger refuse de recevoir sur son propre sol. Comment on en sort? Comment on est sorti après la guerre, la Seconde Guerre mondiale. La France, comme le reste de l'Europe, a été abominablement traité par l'Allemagne et pour autant on a fait la paix et on est passé à autre chose. On a construit quelque chose. Alors tant que une partie des dirigeants algériens ne veulent pas passer à autre chose et créer en commun avec la France un projet, ils tireront leur pays dans la mauvaise direction, au point qu'on voit bien une grande partie des élites algériennes quittent le pays. C'est très mauvais pour l'Algérie. Ce qui se passe là est surtout mauvais pour l'Algérie. Oui, mais c'est moins mauvais pour la France que pour l'Algérie. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour Boualem Sansal, par exemple? Ça, c'est quelque chose de choquant. Ce qu'on peut faire, c'est dire que c'est un scandale, qu'il faut tout faire pour le libérer. Et il faut surtout insister sur le fait que la situation actuelle qui pousse l'Algérie dans une ghettoisation qui ne lui profite pas est mauvaise d'abord pour les Algériens. J'ai écrit dans un éditorial récent, pas du tout sur l'Algérie, que pour bien vivre, il faut que d'autres aient besoin de nous. Si on n'a pas besoin de l'Algérie ira très mal. De même, si on n'a pas besoin de la France ira très mal. De même, si on n'a pas besoin de vous, de moi, nous irons très mal. Donc nous avons intérêt à ce qu'on ait besoin de nous. Et il faut que l'Algérie ne l'oublie pas. Oui, Jacques Attali, vous avez parlé de positive planète positive. C'est-à-dire qu'au fond, votre idée du combat, c'est que le négatif n'est pas inéluctable. En tous les cas, on peut changer les choses. Non, rien n'est perdu. Nous sommes dans un match de foot, on est mené 2-0 à la mi-temps, mais le match n'est pas perdu. On peut encore le gagner. Mais c'est pas en étant optimiste qu'on le gagnera, c'est en jouant le match. Et ça, vous appelez la classe politique à l'action? Autre chose peut-être que les débats auxquels on assiste? Ce à quoi j'appelle, et c'est pour ça que le mouvement France Positive s'est lancé, c'est à réfléchir à des projets, à des programmes. Aujourd'hui, seuls les partis extrémistes réfléchissent sérieusement à des programmes. Le Parti socialiste ne réfléchit à rien que
des petites tactiques politiciennes et pas un programme. Et forcément, au dernier moment, ils sont obligés d'avaler le programme de leurs partenaires. De même, les partis de droite n'ont pas de programme cohérent et complet et de vision de la France. C'est quoi la France en 2050 ? C'est ça que j'aimerais les entendre dire. Tandis que l'extrême gauche a une vision révolutionnaire qui séduit une infime partie du pays, ça leur suffit. Tandis que l'extrême droite, elle, se nourrit d'une vision de la France très réactionnaire, passée, qui ne conduit pas à penser la place de la France dans le monde, qui est inséparable d'une Europe unie et fédérale. Oui, oui. Un tout dernier mot. Jean-Marie Le Pen a été enterré il y a 2 jours. On a entendu répéter que François Mitterrand avait favorisé... l'avait favorisé ou avait demandé qu'il soit invité sur les plateaux de télévision. Vous qui étiez auprès de François Mitterrand à ce moment-là. Il y a 2 choses différentes. D'abord, François Mitterrand a toujours été très hostile à ce qu'on favorise le Rassemblement national. Quand le Front national, quand certains disaient auprès de lui on devrait les favoriser de telle ou telle façon, il disait non. Quand on lui a dit est-ce qu'il faut l'inviter, il a dit mais tout le monde doit être invité. C'était pas spécialement Jean-Marie Le Pen, c'est tout le monde doit être invité. C'était pas une façon de... Je n'oubliez pas que le Front national représentait 10% à l'époque. C'était pas un enjeu particulier et c'était pas un souci extrême. Puis j'ajoute que François Mitterrand disait, à mon avis à juste titre, l'extrême droite n'est pas seulement dans l'extrême droite, elle est aussi dans la droite. Merci. Jacques Attali était notre invité aujourd'hui. Voici Histoire et avenir des villes, son dernier livre publié chez Flammarion. Merci beaucoup, Jacques Attali. Le plus récent, peut-être. Le plus récent. J'espère pas le dernier. Interdit, absolument pas. Merci, Jacques Attali, d'avoir été avec nous. À bientôt.